Ce que je propose au groupe, c'est justement d'écouter Laurent Mandelbrot. Alors, Laurent Mandelbrot est président et préside notre comité scientifique depuis la création de la chaire. Et je le connaissais bien avant la création de la chaire. Et gynécologue obstétricien, je me rappelle, il m'a donné des livres sur l'éthique et la santé reproductive. Ça date de au moins de 20 ans que tu avais dans ta bibliothèque et que tu m'as passé à l'époque. Et tu étais déjà très investi par rapport à l'éthique, qui est une posture, comme il dit très bien, universelle par rapport à la morale, qui, elle, appartient à chaque culture et qui peut être nuancée. C'est là où on se différencie. Alors, je te laisse la parole pour. Bon, tu vas t'adapter par rapport à ce que tu voulais dire, j'imagine, mais je te connais, tu vas être formidable. Merci Thierry. Bonjour à tous. Bon, comme j'ai peur d'abord d'être un peu bavard et puis je vais passer les diapositives. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Voilà. On m'a demandé quelques diapos. Beaucoup effectivement, de ce que j'avais pensé aborder avec vous aujourd'hui a déjà été dit et surtout est contenu souvent beaucoup mieux dans ce livre-là. Donc, si je on peut mettre en. Euh, sur la première diapo, s'il vous plaît, et je ne peux pas les passer, hein, il n'y a pas de. Donc, je vais faire un top comme ça. Il y a tellement de petits icônes partout qu'on ne voit plus le titre. Mais en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le titre qu'on m'a donné, je trouvais excellent, c'est l'impact de la société sur la procréation. Mais évidemment, la procréation a un impact sur la société aussi, hein. Alors, on a commencé à aborder. On peut le fermer, cette petite. On peut cliquer pour qu'il disparaisse. Mais en tout cas, la question que je m'étais posée, c'est que finalement, la liberté des choix reproductifs et sexuels, c'est quelque chose qui a forte détermination sociétale, bien sûr, et également, l'extension des options reproductives et sexuelles change la société. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'on met dans ces différents éléments? La démographie, on en a parlé. La société, ben, c'est quoi? C'est effectivement la culturelle, réseaux sociaux, la question de la contraception, la question du désir d'enfant, la question des genres, et puis beaucoup d'autres sujets qui sont tout à fait intriqués dans ces options reproductives et sexuelles aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça va dans les deux sens. Diapo. Euh, on pourrait faire une infinité de grandes tendances sociales qui bousculent la procréation. J'ai coutume d'essayer d'éviter de parler de ce que je ne connais pas très bien, donc de rester quand même assez près de ce qu'on voit dans nos pays du Nord et en France. Mais c'est quand même assez universel de voir qu'il y a une grande chute de la mortalité maternelle, périnatale et infantile. C'est important de le rappeler. C'est vrai dans tous les continents, et y compris ceux qu'on considère comme étant qui sont à juste titre sous-dotés, où il y a quand même une vraie diminution, pas partout, mais dans la plupart des pays. Et ça change quand même beaucoup la donne aussi par rapport au, aux désirs et aux attentes des femmes et des couples. L'émancipation des femmes, donc on a parlé de tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire des femmes qui ne peuvent pas exercer leurs droits les plus élémentaires, mais il y a aussi quand même des progrès qui existent à travers le monde, que ce soit dans l'éducation, le statut, etc., l'accès à la contraception. La régression du mariage, c'est un phénomène qui n'est pas universel, mais qu'on observe dans beaucoup de pays, notamment en France, où la majorité maintenant des grossesses, là, très largement, sont hors mariage. L'augmentation de l'âge parental des femmes, mais également des hommes, la diminution de la natalité, un peu partout, on y reviendra. L'augmentation des nouvelles des revendications, mais aussi de la reconnaissance de différents types de sexualité, y compris dans le domaine de la procréation. Et ça, c'est nouveau. Il y a d'autres sexualités, c'est pas nouveau. Qu'il y ait une revendication dans le domaine de la procréation, c'est relativement récent. Et l'utilisation des technologies médicales à des fins sociétales, sur lequel je vais un peu insister. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, il y en a plein d'autres, bien sûr.
Donc, diapo, s'il vous plaît. Euh, donc, là, c'est beaucoup mieux fait dans le rapport, hein. Je ne pouvais pas, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire que il y a la fécondité a diminué au cours des âges et que vous savez qu'on n'assure pas le renouvellement de la population dans nos pays. C'est très important de dire, bon, et que bien sûr, la fécondité est beaucoup plus élevée en Afrique. C'est le seul continent où ça ne rejoint pas ce peloton de queue qui est celui d'un à peine renouvellement et d'une diminution de la démographie dans beaucoup de pays du monde. Ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'augmentation de la population qui crée la pauvreté et que ce n'est pas l'augmentation de la population qui crée le réchauffement de la planète. C'est très important de l'avoir rappelé. Mais ce n'était pas mon propos, c'est surtout de dire qu'on est dans une situation, hormis l'Afrique beaucoup, de basse fécondité qui est assez nouvelle, hein, qui n'avait pas existé dans le passé. Et donc, on est dans cette situation-là. Diapo suivante. Alors, il faut rappeler, quand on a dit que j'ai entendu tout à l'heure que la majorité de la population, ce sont des femmes dans le monde, la grande majorité de la population, enfin, la majorité de la population sont des femmes, mais la majorité de la population dans beaucoup de pays sont des hommes maintenant. Pourquoi? Ce n'est pas l'effet d'une main invisible, c'est la main de l'homme, je dis bien de l'homme, mais peut-être aussi avec la complicité des femmes qui fait qu'on a inversé le rapport ratio homme-femme, et ça a été d'abord dans des pays à haute technologie, mais aussi avec une politique qui acceptait le fait de faire disparaître les fœtus féminins, ou les enfants de sexe féminin. Et ça existe encore à travers le monde, puisque l'Asie, en particulier la Chine et l'Inde, mais tous les pays d'Asie pratiquement, ont une majorité d'hommes, pas du tout parce qu'il y a un changement démographique, parce qu'il y a eu le réchauffement de la planète ou je ne sais quoi. C'est très délibéré. Et c'est important parce que quand on dit l'influence de la société sur la procréation, il y a dedans le diagnostic prénatal, par exemple, qui a pris une part importante dans la sélection des sexes. Et quand on dit sélection de sexe aujourd'hui, en 2023, à Paris, ça veut dire c'est complètement transparent. C'est très rarement la sélection du sexe féminin, c'est la sélection des disparitions des femmes. Diapo suivante. Alors, ça pose des problèmes, bien sûr, démographiques énormes, hein, et sociaux, parce qu'il y a des tas de pays où, après, on sait, augmentation de la prostitution, de la difficulté d'avoir des couples, de la natalité, etc. Alors, ces situations sont très variables dans le temps et dans l'espace, dont la procréation est soumise, on l'a bien vu, aux lois et à ce qui est imposé dans les différents pays. Et je prends comme premier exemple celui de l'interruption volontaire de grossesse. D'abord, cette carte, je l'avais prise pour un topo avec Jean Philippe il y a quelques années sur la répartition des lois sur l'interruption volontaire de grossesse, où il y avait en vert plutôt les pays du Nord d'ailleurs, où c'était possible, et en rouge ou en jaune les pays où il y avait des restrictions, certains où les restrictions vont jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire l'interdiction totale. Et à l'époque, l'Amérique du Nord était plutôt dans le vert, et vous savez que ce n'est plus du tout le cas. Donc ça bouge. D'ailleurs, en Amérique du Sud, il y a quelques progrès, puisque depuis cette époque, le Chili, l'Argentine et d'autres ont libéralisé l'accès à l'IVG, alors qu'aux États-Unis, maintenant, une grande partie des États l'interdisent, mais avec une façon qui pourchasse de façon jusque dans leur domicile et dans leur traitement, dans leur ordinateur, ou je sais pas, leur téléphone portable, pour les pourchasser jusqu'à ne pas pouvoir accéder à l'avortement. Je voulais quand même rappeler que l'avortement clandestin est quand même encore aujourd'hui une des principales causes de morbidité de mortalité des femmes au cours de la grossesse, plus que l'accouchement. Que le taux d'IVG est le même dans les pays qui l'interdisent et ceux qui l'autorisent à peu de choses près. Donc, si on veut faire diminuer les avortements, ce n'est pas en le rendant illégal. Alors, il n'y a pas de solution simple, hein, c'est pas non plus l'accès à la contraception n'est pas une solution miracle. C'est l'éducation, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus. Mais bon, je n'ai pas les solutions. Mais c'est clairement une question sociétale. Il y a aussi un impact, et qu'on voit aux États-Unis maintenant, nos collègues sont effarés parce que même l'accès aux soins pour une fausse couche spontanée ou pour une grossesse extra-utérine devient quasiment impossible dans certains États
aux États-Unis devient d'une extrême complexité. Donc, on voit quand cette idéologie prend le pouvoir, à quoi ça peut mener de façon très très claire dans la santé des femmes aujourd'hui. Diapo suivant. Alors l'infertilité, c'est l'autre pendant, parce qu'on va dire que heureusement, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on en parle un peu moins, mais c'est normal, on est là pour parler de ce qui ne se passe pas bien. La majorité des grossesses, je pense, quand même, d'après les enquêtes, sont désirées, et la majorité des gens qui veulent avoir des enfants arrivent à en avoir. Mais il y a d'abord l'infertilité, c'est majoritairement involontaire. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, ça existe, hein, et même dans les pays du Sud, je crois, ça j'en suis pas sûr, mais en tout cas dans nos pays. Mais c'est majoritairement involontaire. Une des raisons, c'est le recul de l'âge à la première grossesse, puisque la petite courbe à droite, ça montre que la fécondité baisse avec l'âge de la femme, beaucoup moins avec l'âge de l'homme. Et aussi le succès, entre guillemets, de la grossesse, c'est-à-dire un enfant vivant, va diminuer avec l'âge de la femme. Il y a aussi des événements environnementaux, le réchauffement de la planète, les polluants, on parle maintenant quand même plus, notamment sur la baisse de fertilité masculine, de l'impact des perturbateurs endocriniens. C'est vrai, ce n'est pas un mythe. Alors, j'ai dit que l'influence de la société sur la procréation, on ne va pas dire que c'est mécanistique, mais quand même, c'est quand même une question de société que cette pollution et sa maîtrise. Donc, dans tous les pays du monde, il y a une part d'infertilité. En France, c'est 3% des naissances qui sont conçues par assistance médicale à la procréation. Je dis ça parce que l'infertilité, la lutte contre l'infertilité, c'est surtout la prévention, plus que le traitement par l'AMP, bien sûr, mais c'est le reflet de cette situation. Alors, à la fois pour dire qu'elle est très présente et très fréquente, mais qu'elle n'est pas majoritaire non plus. Diapo suivante. Alors, si on regarde maintenant les gens qui sont susceptibles et qui ont d'avoir des enfants, la diapo est un peu chargée, j'en suis désolé, mais c'était pour montrer, pour introduire un peu un point qui est fondamental, c'est les nouvelles parentalités. Donc, on voit en gris ici la situation des personnes qui vivent en couple homosexuel, on va dire. C'est quand même une petite minorité aujourd'hui. Ce qui veut dire que les personnes qui sont en couple du même sexe sont souvent pas en couple stable, mais ça, c'est des personnes qui se déclarent en couple et avec l'âge, donc les différentes situations de vivant dans le même logement, etc., vont évoluer en fonction des générations. Je passe un peu rapidement là-dessus, mais quand même, dans notre pays, ce qui est important, c'est que non seulement il y a des nouvelles approche de la sexualité, des droits sexuels et de la procréation dans ces situations, qui sont très importantes parce que ça nous interroge sur la société, qui sont peu importants au niveau numérique. Mais ce qu'il y a, c'est que le concept de la famille n'est pas seulement modifié par ces questions-là, mais modifié par les différentes les séparations, les familles monoparentales, les familles recomposées qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus nombreuses pour des raisons parfois, pour les raisons les plus diverses, mais c'est des raisons très intimes, mais souvent très liées à la société, très liées aux difficultés professionnelles, financières, et la plupart des familles monoparentales sont des femmes seules avec des enfants qui vivent dans une précarité croissante. Diapo suivante. Alors, ces nouvelles parentalités, bien sûr, c'est très, très important, je vais en parler quand même, c'est les homoparentalités notamment, diapo suivante, qui bousculent vraiment la donne au niveau du concept de la famille traditionnelle avec le pater familias qui, au niveau juridique, social, psychologique, ça interroge certainement les psychanalystes que la famille et la filiation n'est plus du tout la même. Donc, l'assistance médicale à la procréation est passée de ces indications médicales dont je viens de parler dans le problème de la fertilité aux objectifs sociétaux. Alors ça, c'est la société qui influence directement l'utilisation des techniques médicales. C'est un exemple extrêmement fort de ce qu'on est en train de voir sur comment la société influence la procréation, la procréation assistée. Hein. Et en France, on a récemment, depuis maintenant
l'année dernière la possibilité pour les femmes seules et les couples homoparentaux de procréer, avec aussi des différences sur la conservation, l'accès à la conservation des gamètes, ça fait partie de l'aide médicale à la procréation, donc à visée personnelle, hein, par choix personnel, et notamment de femmes qui veulent retarder l'âge de la grossesse parce qu'elles n'ont pas la possibilité à court terme d'être enceintes, ce qui n'est pas forcément un très bon calcul financier ni en termes de succès. Bon. Donc cette loi de bioéthique non seulement ouvre des portes, mais l'encadre quand même très sérieusement. Alors, quand on nous regarde de différents pays européens, il y en a qui considèrent que c'est très, très libéral, entre guillemets, comme loi, et d'autres qui considèrent que c'est très restrictif, puisqu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de loi de bioéthique. C'est une particularité française, peut-être même une exception française. Et donc, je mentionnais l'éthique tout à l'heure. Là, c'est un exemple qui n'est pas très universel. Les choix de la loi de bioéthique sont des choix assez de la société française d'aujourd'hui. Et ne sont pas des choix nécessairement universels, mais sont basés sur quelques grands principes. Donc voilà, donc c'est très encadré. Diapo suivante. Alors, je veux quand même mentionner la déferlante de la génétique que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que non seulement il y a actuellement les progrès du diagnostic anténatal, hein, bien sûr, pour éviter la naissance d'un enfant lourdement handicapé, y compris par le diagnostic pré-implantatoire aujourd'hui. On va dire que, vous savez, vous connaissez l'image de la personne qui est accroupie sous un lampadaire et en pleine nuit, on lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah, je cherche mes clés. Il dit bah, tu les as perdues là? Non, mais là il y a de la lumière. Donc le diagnostic génétique, c'est comme ça, c'est qu'on a cherché les chromosomes, notamment la trisomie 21, parce qu'on savait le chercher, hein, mais maintenant on sait qu'il y a le séquençage, finalement, on peut séquencer le génome, et donc toute une révolution, une véritable déferlante de la génétique qui fait que ça bouscule la question du diagnostic prénatal, de la procréation médicalement assistée, et diapo suivante, des possibilités infinies que ça ouvre en matière de procréation. Alors en France, c'est réglementé, et là je vous interroge, je n'ai pas la réponse, hein. En France, on a une gratuité des dons, une prise en charge à 100% de l'assurance maladie de l'aide à la procréation. On n'a pas assez de place pour tous les gens qui le demandent. On a ouvert la possibilité à l'AMP sociétale, mais il n'y a pas les listes d'attente sont faramineuses. Et on voit qu'il y a une grande diversité à travers le monde. Donc là, j'ai pas de leçon là-dessus. Je dis simplement qu'on peut être frappé du fait que dans beaucoup de pays, la rémunération des donneurs existe depuis longtemps et considérée comme tout à fait normale. On a l'exemple de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, les donneurs, ils installent les banques de sperme entre les grandes universités et c'est plus difficile de rentrer dans la banque de sperme que de rentrer dans la grande université sur le choix des donneurs, qui sont fort bien rémunérés. En France, c'est gratuit. Il y a les possibilités d'AMP après le décès du conjoint, de gamètes, des donneurs de gamètes, les AMP à des âges très avancés, qui ne sont pas forcément dénués de risque pour les femmes, bien sûr. On a des exemples de grossesse triple en Inde chez des femmes de 60 ans. Ça devient quand même quelque chose qui interroge. Et la gestation pour autrui, qui, comme vous le savez, est un sujet de très grande controverse, qui est considéré par certains comme une forme un peu de prostitution et par d'autres comme quelque chose de très altruiste et formidable. Le screening génétique dont je vous ai parlé, qui maintenant se fait à tel point qu'il y a des sociétés, sociétés au deux sens du terme, des sociétés dans les pays, mais des sociétés commerciales qui proposent des embryons sur commande. Et en Europe, le seul interdit, c'est de choisir le sexe. Et pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, l'embryon sur commande, il n'est pas vraiment interdit, puisque on peut vraiment cocher des cases. Et si vous payez plus, ben, vous aurez les yeux blonds, les yeux bleus, ou l'intelligence plus élevée, etc. Ou pas de maladie de Huntington ou de Tay-Sachs ou je ne sais quoi. Diapo suivante. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et les réseaux sociaux, l'Internet, etc., font, ça c'est la plus grosse banque de sperme, on regarde son site Internet, ben, ils vendent du rêve, mais ils le vendent très cher. Et avec vraiment sur mesure. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Diapo suivante. Donc ça c'est sociétal, hein, diapo suivante. Et donc voilà. Donc, il y a bien sûr
C'est-à-dire que l'embryon à vendre fait sur mesure, c'est un sujet d'éthique, un sujet de société dont on doit vraiment se préoccuper. Diapo suivante. Alors, je voudrais juste quand même un tout petit peu revenir à la question, parce qu'on est quand même dans une chaire de santé sexuelle et droits humains, que tout cet aspect, même s'il n'est pas majoritaire dans le champ de la procréation ou de celui de l'aide médicale à la procréation, il est fondamental parce que l'existence de ces technologies et l'existence de l'implication des choix de société dans la procréation, on se dit bah, c'est très nouveau. Maintenant, la procréation et la sexualité, c'est plus la même chose parce qu'il y a la contraception qui a la fécondation in vitro. Non, ça existait toujours. Hein. C'est des questions de domination, c'est des questions de ce que demande la société, souvent aux femmes d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc la fonction sociale de la maternité, ça n'a pas été inventé par l'AMP. Bon, peut-être que ça le bouscule, et justement, ça peut être intéressant de savoir comment l'AMP, qui permet quand même effectivement la procréation sans rapport sexuel, qui permet la filiation sans composante génétique, qui bouscule la parentalité, la famille, même les générations, parce que le gamète peut être beaucoup plus ancien que l'enfant que le parent finalement. L'enfant peut être plus âgé que le parent dans ces trucs-là. Etc. Donc, c'est beaucoup de questions auxquelles on ne pouvait pas se poser, qu'on peut se poser aujourd'hui, mais aussi peut-être se dire, est-ce que la procréation maintenant peut être est-ce qu'on peut être libéré de certaines contraintes de la procréation? Je ne vous ai pas parlé de la grossesse ex vivo ou in vitro, hein, pour l'instant ça n'existe pas, mais il y en a qui travaillent là-dessus, ça existera peut-être un jour. Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est un asservissement de plus ou une domination de la technique? Ceux qui se sont posé la question sur la société, mettons, dominée par la technologie et dominée par la science, ou la dictature de la médecine dans beaucoup d'autres domaines, peuvent se poser cette question-là aussi. J'en sais rien. Diapo suivante. Donc, il y a quand même quelques interdits. Alors, j'ai hésité, est-ce que je mette à bout, c'est un peu provocateur, mais qui sont des fondements éthiques et qui ont peut-être une universalité, mais on se pose la question, hein, l'inceste, c'est universel, je ne sais pas. L'inceste, c'est possible aujourd'hui grâce au don de sperme. Quand on multiplie et qu'il y a 80 enfants qui sont nés du même don de sperme, l'inceste n'est plus un interdit complètement, je ne sais rien. Mais officiellement, oui. Et où s'arrête l'inceste. La grossesse chez les enfants, on en a parlé tout à l'heure. Et le clonage reproductif qui reste encore un tabou, mais pour combien de temps? Là, à droite, c'est Dolly. Hein, c'est Dolly, la brebis, mais il y a eu, bon, bien sûr, tout ce scandale retentissant sur ce clonage humain hors de tout cadre éthique. La technologie, elle est compliquée, hein, mais c'est quelque chose auquel on va être confronté, et c'est la société qui va décider. Diapo suivante, et je crois que c'est la fin. Bon, ouais, je pars sur toujours peut-être une note optimiste de se dire qu'avec la volonté euh, de, euh, de mettre finalement les droits, l'éthique au centre de la santé sexuelle et reproductive, on peut agir sur les relations de domination de genre, sur le statut des femmes, sur le droit de décider de sa sexualité, de son corps, qu'il faut pour ça non seulement s'intéresser aux femmes, mais aux hommes aussi, et les impliquer dans la santé sexuelle et reproductive, ce qui est notoirement insuffisant, y compris dans la contraception masculine et la contraception définitive masculine notamment, sur la prévention de l'infertilité, l'accès à l'AMP, donc toute cette question de l'information, de l'éducation qui doit être dès le plus jeune âge, comme on le sait tous autour de cette table. Donc voilà, mon plaidoyer, ce serait mettre la technologie au service de l'humain. Diapo suivante pour vous remercier de votre attention et livrer une citation que j'aime bien de Simone de Beauvoir. Le corps n'est pas une chose, mais une situation. Merci de votre attention. Merci Laurent.